C'est parti pour ces révisions sur le chapitre dédié à l'action publique environnementale. Commençons tout d'abord par rappeler que, comme tous les autres problèmes, le problème environnemental n'a pas toujours été un problème public. Un simple problème social cesse d'être un problème social pour devenir un problème public dès lors qu'il fait l'objet de mesures politiques. Cela va donc nécessiter la mobilisation d'acteurs, des acteurs qui vont inscrire un problème à l'agenda politique. Ainsi, ces acteurs vont permettre d'inscrire un problème dans la liste des questions qui figurent à l'ordre du jour politique, les questions qui sont débattues par les autorités politiques, puis qui font l'objet de mesures politiques. Concernant le problème environnemental, les associations et les ONG environnementales, dès les années 60, ont sensibilisé concernant le problème de la protection de la biodiversité ou encore du problème du climat. Elles ont allié leurs efforts avec les experts scientifiques qui, eux, publient des rapports scientifiques sur différentes thématiques. Prenons l'exemple du GIEC et de ses rapports concernant le réchauffement climatique. Les partis politiques, notamment les partis écologistes, ont également un rôle très important pour inscrire le problème environnemental à l'agenda politique, tout comme les mouvements citoyens qui sont moins organisés que ces institutions que nous venons d'évoquer, et par exemple aujourd'hui le mouvement des jeunes pour le climat de Greta Thunberg. Alors tous ces acteurs sont appelés par un auteur, Howard Baker, des entrepreneurs de cause, des entrepreneurs de morale. Pourquoi? Parce qu'ils vont porter un problème social au devant de la scène publique et en faire un problème public. Tous ces acteurs peuvent entretenir deux types de relations, les relations de coopération ou de conflit. On voit bien que depuis les années 2000, il y a parfois des relations de coopération entre ces acteurs qui vont se réunir autour d'une table, organiser ce qu'on appelle des tables rondes, comme celle-ci qui est si jolie, puis ensemble co-construire l'action publique environnementale en réalisant des constats et des propositions communes. Les entreprises, les associations et les pouvoirs publics travaillent ainsi main dans la main. Néanmoins, il y a également des relations plutôt de conflit. C'est le cas lorsque ces associations cherchent à inscrire un problème à l'agenda politique. Ils peuvent se heurter à la mobilisation d'autres acteurs qui souhaitent défendre leurs intérêts. Lors de la proposition d'interdiction du glyphosate, cet herbicide accusé d'être cancérigène, les agriculteurs se sont très fortement opposés à cette proposition afin de défendre leurs intérêts, les agriculteurs utilisant beaucoup cet herbicide. Concernant les échelles de l'action publique environnementale, on observe que l'action publique environnementale passe très souvent par une logique dite descendante. C'est-à-dire que les propositions sont effectuées plutôt à l'échelle internationale, à l'échelle régionale comme celle de l'Union européenne, puis ensuite les mesures concrètes, les mesures d'application sont effectuées à l'échelle nationale via des lois ou à l'échelle des collectivités territoriales. Les mairies, par exemple, mettant en œuvre des mesures comme la circulation alternée ou comme le fait de favoriser les transports en commun pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Concernant cette fois les politiques environnementales, on constate trois outils très utilisés pour lutter contre le problème du réchauffement climatique et préserver l'environnement. Parmi ces outils, on a tout d'abord la réglementation. La réglementation, ce sont des normes qui sont imposées par les pouvoirs publics. L'avantage, c'est qu'on utilise la loi, la contrainte, et que l'on peut donc du coup interdire l'usage de certains produits. L'inconvénient, c'est que les entreprises n'ont pas forcément la même capacité pour lutter contre ces interdictions. Il y a un risque d'inéquité, d'accord? Alors la très grosse entreprise peut remplacer le produit polluant, peut innover pour remplacer le produit polluant désormais interdit, mais la plus petite entreprise aura du mal à remplacer ce produit polluant qui est interdit. Autre outil, la taxation. La taxation, c'est un prélèvement obligatoire effectué soit pour les ménages, soit du côté des entreprises. L'avantage de la taxation, c'est que là, va rapporter des recettes fiscales à l'État. L'État va du coup toucher de l'argent qui pourra être reversé à la population qui peut souffrir parfois de cette
taxation. C'est ainsi pour cela qu'on dit que la taxation est mal acceptée du côté de la population. Pensons au mouvement des Gilets jaunes qui a commencé du fait de cette fiscalité énergétique, écologique. Néanmoins, le gros avantage de la fiscalité et de la taxation, c'est que cela permet d'internaliser les externalités, c'est-à-dire de mettre fin à l'externalité en provoquant une compensation monétaire pour l'acteur qui est à l'origine de l'externalité, de l'acteur qui pollue. Autre volet de la fiscalité, c'est ce qu'on appelle la subvention. La subvention va valoriser les comportements non polluants en accordant un bonus pour toute personne souhaitant s'orienter vers ce comportement non polluant. On peut penser au bonus que l'on peut obtenir si on veut acheter par exemple une trottinette électrique. L'avantage, c'est que c'est bien accepté du côté de la population, c'est bel et bien un bonus et non pas un malus comme la taxation. L'inconvénient, c'est que cela va coûter pour les finances de l'État, alors que la taxation tout à l'heure allait rapporter pour les finances de l'État. Enfin, troisième politique qui, elle aussi, va permettre d'internaliser l'externalité en provoquant une compensation monétaire du côté du polluant. C'est le marché de quotas d'émissions. Alors, ce marché de quotas d'émissions, il consiste tout simplement au fait d'attribuer à chaque entreprise un certain quota de droit à émettre de la pollution, de droit à émettre des gaz à effet de serre, et à la fin de l'année, l'entreprise peut être dans deux cas. Soit elle n'a pas utilisé la totalité de ses quotas, auquel cas elle peut les revendre, soit elle a plus pollué que les quotas qui lui étaient attribués, auquel cas elle va devoir acheter des quotas supplémentaires aux entreprises qui ne les ont pas utilisés. Alors l'avantage, c'est qu'on peut faire diminuer progressivement, année après année, la quantité de pollution émise. Comment? En attribuant de moins en moins de quotas sur le marché global. L'inconvénient, c'est qu'il est toujours possible de polluer, on parle de droit à polluer, et les écologistes sont meurtris d'entendre cette expression. De la même façon, une entreprise qui veut continuer de polluer peut toujours polluer beaucoup. Comment? Eh bien, en payant. D'accord? Alors, concernant les limites de cette action publique environnementale, on constate des limites à l'échelle à la fois nationale et internationale. À l'échelle nationale, on observe que les lobbies, notamment les lobbies industriels, vont très souvent contraindre l'action publique environnementale. Dès lors que les associations, les ONG environnementales ont des propositions, les lobbies industriels toquent à la porte du gouvernement et des parlementaires pour faire entendre leurs intérêts et pour s'opposer à ces mesures. Autre inconvénient à l'échelle nationale, c'est la contradiction entre les politiques publiques. Tout simplement, l'idée étant que les gouvernements présentent très certainement, très souvent comme contradictoire la politique en faveur de l'emploi et la politique en faveur de l'environnement. En d'autres termes, préserver l'environnement nuirait à l'emploi, et pour développer l'emploi, nous n'aurions pas d'autre choix que de nuire à l'environnement. Prenons un exemple, la construction d'un aéroport est certes favorable à l'emploi, mais n'est pas positive et même nocive pour l'environnement. Cette contradiction entre les politiques publiques, qui est très certainement rentre en compte dans la tête de nos gouvernants, a pour conséquence notamment d'isoler le ministre de l'Environnement, qui se retrouve en opposition perpétuelle avec le ministre du Travail, mais également de provoquer le cas des niches fiscales. Les niches fiscales, ce sont des exonérations dont disposent certaines entreprises néanmoins très polluantes, comme par exemple des entreprises dans les transports ou dans l'aviation, qui n'ont pas à payer certaines taxes, n'ont pas à payer de quotas pour polluer. Pourquoi? Parce qu'on leur a proposé tout simplement des niches fiscales, elles n'ont pas besoin de payer, parce qu'on considère que ces entreprises permettent de développer l'emploi et qu'il ne faut pas trop les contraindre. Enfin, terminons par un dernier obstacle à l'action publique environnementale, l'obstacle au niveau international. Au niveau international, on peut dire tout d'abord que le climat est bien un bien commun. C'est un bien rival, lorsqu'on le consomme, on empêche quelqu'un d'autre de le consommer, et c'est un bien non excluable, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'exclure quelqu'un ou un pays de la consommation de ce climat. Par conséquent, la préservation du climat et les accords afin de préserver le climat vont très souvent se heurter au problème du passager clandestin. C'est-à-dire que tous les pays ont intérêt
à ce que des efforts soient réalisés concernant la préservation du climat pour limiter le réchauffement climatique. Néanmoins, les pays ont également intérêt à ce qu'ils ne réalisent pas d'efforts, tandis que les autres pays, eux, réalisent des efforts. C'est-à-dire que je peux tout simplement profiter des efforts des autres sans en faire moi en tant que pays, pendant que moi, tout simplement, je développe un maximum mon économie, quitte à ce que ce développement économique soit polluant. C'est pour cela que, lors des accords internationaux, certains pays se retirent des accords après les avoir signés ou ne souhaitent pas signer. Ils vont profiter des efforts des autres pour préserver le climat, mais eux ne vont pas restreindre leur comportement, vont pouvoir continuer de polluer, ce qui leur permettra de développer leur économie. On a bel et bien ici un cas de passagers clandestins, et des pays comme les États-Unis sont assez symptomatiques de ce comportement. Enfin, dernier problème à l'échelle internationale et lors des accords internationaux, c'est le problème des inégalités de développement entre les pays et la question de la responsabilité historique de certains pays dans le réchauffement climatique. En effet, les pays du Nord sont bien plus responsables du réchauffement climatique que les pays du Sud depuis la révolution industrielle, et les pays en développement, les pays émergents, n'ont pas encore le niveau de développement économique que les pays du Nord. Alors, lors de ces accords internationaux, les pays du Sud expliquent aux pays du Nord qu'ils détiennent à leurs égards une dette climatique, que ce sont eux qui sont responsables du réchauffement climatique, que eux ont pollué pour se développer économiquement, et les pays du Sud, par conséquent, demandent d'être exonérés d'efforts, demandent de réaliser moins d'efforts pour qu'ils puissent rattraper leur retard économique, tout simplement.